Ça commence bien. Allez, on y va. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Pellabert, je suis négociateur professionnel. Mon métier, c'est de former, d'accompagner, d'assister des entreprises et organisations à la conduite de leurs négociations les plus sensibles et les plus complexes. Bienvenue dans Pour parler, le podcast de la négociation. Notre ambition est simple, vous donner des clés pour mieux négocier pour un meilleur futur professionnel et personnel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir en direct de Dubaï Lucine Merabi. Salut Lucine, Bonjour Julien. comment est-ce que tu vas? Écoute, très bien. Il fait très Super. très chaud ici, mais on se plaint pas. Ah, ouais, Euh, ça, il fait chaud un peu plus, un peu partout dans le monde, j'ai ouais. l'impression en ce moment. Je suis ravi de t'avoir. Ça fait quelque temps qu'on se connaît, qu'on échange, mais surtout, ça, ce pourparler, ce podcast de la négociation, tu es pas pour rien. T'es un petit peu à l'origine du concept, pas forcément du podcast, mais en tout cas de cette notion de fédérer une communauté, d'échanger. Alors au départ, c'était plus à l'écrit ou sur LinkedIn, mais je tenais à te remercier de ces échanges qui m'avaient permis de prendre une certaine réflexion là-dessus et de me donner cette idée de podcast. Donc, merci beaucoup, Lucine, pour ça. Écoute, je t'en prie. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. C'est fun et c'est enrichissant. Oh, Donc, c'est gentil, avec bientôt. grand plaisir. C'est adorable. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez particulier parce qu'il n'est pas forcément intuitif, même pour nous qui faisons de la négociation au quotidien. C'est cette notion de négocier avec soi-même. Parce que généralement, on a l'impression que quand on négocie, il faut au minimum être deux. C'est un processus d'accord avec plusieurs personnes. Euh, Toi, t'as travaillé sur un modèle de négociation avec soi-même avant de négocier avec son écosystème. Et je trouve ça assez intéressant d'en parler. Alors, il y a pas mal d'acronymes qui vont être en anglais parce que tu négocies beaucoup en anglais. On va en parler. Mais est-ce que déjà tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, parce que tu as une grosse communauté sur LinkedIn, quasi influenceuse LinkedIn, en tout cas sur le domaine de la négociation, c'est sûr. Oui, donc, Lucine Merabi, je suis négociatrice professionnelle. J'habite à Dubaï, comme tu disais. J'ai beaucoup d'origine et le français, c'est ma cinquième langue, donc tu me pardonneras les erreurs. Euh, et comme toi, j'accompagne des entreprises dans la formation des dirigeants, dans l'accompagnement quand il y a des négociations complexes. Et je anime également des conférences, j'espère inspirantes sur comment négocier avec les autres, comment négocier avec soi-même et comment négocier avec la vie. Donc en effet, j'ai donné ça une touche, comme tu disais, peut-être pas très intuitive. Pour moi, c'est très intuitif Ah, mais au parce contraire. que Hmm. à chaque table de négociation, il y a la même personne qui est toi-même. Donc, comment on peut devenir un bon négociateur sans se connaître soi-même, sans connaître euh, qu'est-ce qui nous influence, comment on réagit en cas de crise, comment on réagit en cas de stress. Je pense que pour être un bon négociateur, il faut se connaître et il faut se connaître très très bien. Et ça passe par un travail parce que cette partie-là est peut-être pas très intuitive. On pense tous se connaître, mais c'est pas forcément le cas. Et comme j'ai fait une année de executive coaching à HEC, j'en ai profité pour apprendre un maximum de choses sur le développement personnel, tout ce qui est psychologie et influence. Mhm. Et j'utilise ça dans la vie de tous les jours quand je négocie avec les autres en ayant passé, et puis tous les jours, hein, parce que ça ne s'arrête jamais, un travail sur soi-même. Ouais, génial. Complètement aligné avec ce que tu viens de dire. Je pense que notre plus gros adversaire, notre plus grand ennemi dans la négociation, généralement, c'est nous-mêmes et que c'est important d'apprendre à se connaître. On peut avoir l'impression de se connaître, mais c'est toujours dans des environnements assez déstabilisants que qu'on est amené à découvrir des nouvelles facettes de soi. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton référentiel là-dessus, sur cette première étape de connaissance avec soi-même qu'on retrouve dans l'intelligence émotionnelle, hein, qui dit avant d'essayer de comprendre les autres, bah déjà c'est se recentrer sur soi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Scale Up, qui est ton référentiel sur cette négociation avec soi-même ou avec la vie. Et ce mot avec la vie, il est intéressant. J'aimerais qu'on puisse y revenir. Qu'est-ce que tu mets dessus? C'est quoi ta vision là-dessus? Parce que c'est pas un mot qui est anodin pour toi. Et j'aimerais qu'on en parle après. Oui,
Avec plaisir. En effet, donc Scale Up, c'est la méthode que j'ai créée dans ma tête. Hein. C'est pas quelque chose, ça n'existait pas dans un livre ou autre. Mhm. Mais en ayant travaillé avec énormément de gens pendant les 20 dernières années, que ce soit en vente, en stratégie, euh, pendant ma première carrière qui était en finance, en salle de marché, Tout à fait. j'ai négocié énormément, que ce soit avec d'autres banques d'investissement, avec la bourse, avec des régulateurs des marchés financiers. C'est ça un peu le monde dans lequel j'ai grandi, en France, aux Pays-Bas. Et puis j'ai vu que peu importe dans quel pays on négociait, peu importe sur quel sujet on négociait, peu importe avec qui on négociait, il y avait quelques références qui revenaient tout le temps et c'était tout simplement l'aspect humain. On a D'accord. tous universellement, si c'est un mot en français, les mêmes peurs, les mêmes contraintes, les mêmes envies. Euh, Finalement, on est beaucoup plus identiques que, que ce qu'on souhaite croire. Et à partir du moment où on a un objectif, on va aller de A à B, bah, il y a des étapes. D'accord. Et c'est risqué quand on saute des étapes ou quand on va aller plus vite, etc. Donc, ayant accompagné des milliers de personnes et en formé encore plus, j'ai vu qu'il y avait un fil rouge, quelque chose qu'on peut reconnaître chez la plupart des gens, une forme d'ordre dans laquelle si on passe via ces étapes-là, on grandit, on augmente nos chances de réussir. Envie d'apprendre à mieux négocier pour améliorer votre futur professionnel et personnel? Rejoignez le premier et unique programme de formation à la négociation globale en France. Ce parcours réunit 12 des plus grands experts français de la négociation. Anciens chefs de la cellule de négociation du RAID, du GIGN, enseignants à Harvard, experts en psychologie et détection du mensonge, criminologues, préparateurs mental. Le parcours est certifiant, avec une certification reconnue par l'État et 100% éligible au compte personnel de formation. C'est-à-dire que c'est 0 € de reste à charge pour 99% de nos apprenants. Alors à tout de suite sur négociation-global.com. C'est intéressant. Et Quelle que soit la culture, parce que toi, t'es worldwide, tu le disais tout à l'heure, le ouais, français, c'est ta 5e langue, voilà, t'as voyagé dans le monde entier, t'as travaillé dans le monde entier à peu de choses près, et je pense que t'as une vision des différences de culture bien plus précise que beaucoup de personnes. Quelles que soient les cultures sur lesquelles t'as pu évoluer, euh, ces étapes restent quasiment les mêmes? oui, Ah, c'est génial. ce que j'ai vu, oui. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est ça et après, je continue de le tester, je continue Hum, de l'adapter, mais oui, à quelques petits détails culturels près, ça reste la même chose. incroyable. Top. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces différentes étapes et comment tu les appréhendes, comment tu les approches par rapport aux Oui, personnes bien que tu sûr. accompagnes, s'il te plaît? Donc, à partir du moment où on a un objectif, il y a cette méthode Scale-up que j'utilise, c'est 7 étapes. Hmm, Et je veux bien te donner les détails, donc c'est en anglais, hein, je suis désolée. pas de problème. La première lettre, c'est la S pour start. Ok, Ça veut dire il faut bien commencer. Il y a énormément de gens qui ont un objectif, mais ça devient un rêve parce qu'on y pense, mais on fait rien pour y arriver. Donc la première étape, c'est déjà prendre l'initiative, prendre l'action, faire quelque chose. se Un mettre tout dans une petit logique d'engagement. premier pas. Ok, Exactement. Commencer. Ensuite, la deuxième lettre, c'est le C de comprehend. Et ça, c'est toute la partie analytique, je dirais, de comprendre, OK, qu'est-ce qui se passe, de quoi j'ai besoin, quel est mon objectif, quels sont les skills dont j'ai besoin, les gens avec qui je dois connecter, tout simplement, très objectivement, comprendre la situation. Un peu ce qu'on fait en négociation aussi, hein, quand on essaie d'analyser le marché, la personne, le client. Euh, c'est la partie analytique, objective, où on essaie de, voilà, il n'y a pas d'émotion là, c'est l'effet, et on essaie de comprendre dans quelle situation on se trouve. mais ça, tu le fais avec toi-même, c'est ça, cette partie-là. C'est Tu une... fais avec toi-même et avec la situation. Ok, Tu essaies de comprendre. En gros, sur quelle table je suis en train de jouer. d'accord. Okay, Donc, quel c'est est une le terrain? compréhension de ton écosystème, des différents Exact. acteurs. Est-ce qu'il y a une compréhension aussi des émotions que je suis en train de vivre en disant, bah, là, je suis en colère, pourquoi est-ce que je suis en colère? Qu'est-ce qu'il a fait dans son attitude qui m'a mis en colère? Ça fait quoi, à quoi chez moi? Bien Euh, sûr, c'est ok, la réflexion sur la situation et sur soi-même. Donc, j'ai un objectif, je veux aller de A à B. Quelles sont les compétences que j'ai?
Et ça peut être des skills très rationnels, mais c'est aussi la partie intelligence émotionnelle. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour atteindre cet objectif? D'accord. Qui arrive derrière cette première étape de start, qui est vraiment Exactement. cette notion de bon, j'y vais. Et maintenant que Exactement. donc je me mets en déséquilibre, puisque c'est un premier pas, et puis c'est une succession de déséquilibres pour avancer. Et à ce moment-là, une fois que je suis dedans, je commence à analyser mon environnement avant de prendre une première décision, c'est ça? C'est ça. Ok, top. Une fois qu'on a fait ça, Ok. c'est une étape que beaucoup de gens oublient, c'est l'acceptation. Pour accepter la situation telle qu'elle est. Donc, accepter les skills qu'on a, mais aussi les défauts, accepter ce qui nous manque, donc accepter de devoir, par exemple, demander de l'aide, aller faire une formation, se connecter avec quelqu'un, c'est accepter où on est aujourd'hui. Et ça peut paraître très simple, ben oui, on accepte, mais non, finalement, on n'accepte pas parce qu'on veut tellement ce qu'on n'a pas encore ou la chose qu'on n'a pas encore atteinte que parfois l'acceptation de où on est aujourd'hui est difficile. Je donne un exemple. Il y a des excellents négociateurs qu'on connaît tous les deux qui veulent se lancer, que ce soit un site web, un LinkedIn ou quelque chose, mais qui n'acceptent pas qu'ils ne se sont pas encore lancés sur ce terrain et donc ils n'ont pas beaucoup de followers ou quelque chose comme ça. Ils n'acceptent pas ça et disent je ne me lance pas parce que je ne veux pas que apparaître débutant. Je donne juste un exemple. Ok, je comprends. Donc ça, c'est je veux aller sur LinkedIn, je veux avoir de l'influence sur LinkedIn, mais je n'accepte pas qu'aujourd'hui j'y suis pas et donc forcément j'ai zéro follower. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Est-ce que c'est un travail, est-ce que le mot résilience est adapté à ça? Ou est-ce que c'est plus une situation très, comme on voit dans la philosophie grecque, de dire il y a des choses qui dépendent de nous, des choses qui dépendent pas de nous. En tout cas, notre perception de la réalité dépend de nous, mais la situation telle qu'elle est autour de nous, elle dépend pas de nous. Et je l'accepte avec ses aspects positifs et ses aspects négatifs. C'est bien ça? Bah, il y a l'aspect contrôle, ça c'est sûr, mais je dirais que c'est plus accepter ce qui est. Ouais. Et ça paraît simple et c'est tellement difficile. Non, non, C'est tellement difficile. c'est pas simple. Parce que j'imagine que quand tu acceptes ce qui dépend pas de toi, bah, tu trouves une sorte de paix intérieure. C'est Oui, mais vraiment tu dois aussi accepter ce qui dépend de toi, de aussi où ce qui tu es dépend de toi. aujourd'hui. Donc aujourd'hui, par exemple, tu as un objectif, mais le fait de ne pas l'avoir atteint encore, ça dépend de toi. Ok. Et donc voilà, accepter où tu es aujourd'hui, accepter qui tu es aujourd'hui. Et là, c'est bien évidemment un énorme travail sur soi qui va avec, mais accepter qui on est. Donc Avec ses forces et là, ses faiblesses, forcément. exactement, et son histoire, et son éducation, et ses traumatismes, et tout ce qui s'est passé. Ouais, ouais. Accepter qui on est, où on est, comment on est. C'est fort. C'est très fort. Et vraiment, quand on arrive à ce point, je pense qu'il y a très peu de gens au monde qui sont là, donc c'est pour ça que ça reste toujours un objectif intéressant. Et qui peuvent nous Mais toucher sur ce qu'on n'est pas ou sur ce qu'on voudrait être, puisque d'une certaine manière, enfin, je sais pas si je mets les bons mots là-dessus, mais cette phase d'acceptation, c'est une phase de paix avec soi-même. absolument, exactement. Et c'est pour ça que je parle de négocier avec soi-même. Ouais, ouais, ok, top. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait ça, ce qui est déjà très difficile, on va encore plus loin. On va encore plus loin pour la lettre L, qui est love. Ok, Là, c'est non seulement on s'accepte comme on est, mais on va carrément faire un pas pour s'aimer. ok. Pareil, beaucoup de gens disent, bah, je m'aime. Bah non, il y a beaucoup de gens qui s'aiment pas. Ça, c'est un énorme travail parce que ça veut dire qu'il y a tout le travail du pardon de soi-même et des autres. Il y a tout le travail de l'acceptation de toutes ces choses-là qu'on se rapproche. Et donc, il y a un énorme travail de justement négociation de paix avec soi-même, mais qui va encore plus loin, qui va dire, tu sais quoi, je te pardonne pour le passé, je t'accepte pour qui tu es aujourd'hui et je vais t'aimer. C'est fort, c'est fort. Ce que tu me dis, ça me fait penser, je sais pas si le parallèle est bon, dis-moi. Yuri avait écrit un livre en 2015 qui était Être en accord avec soi-même, et sur sa deuxième ou troisième étape, à un moment donné, il parlait de faire preuve d'empathie avec soi-même. Et cette notion d'empathie avec soi-même, moi, m'avait interloqué parce que je me dis, waouh,
C'est quoi l'empathie avec soi-même? On voit la différence entre l'empathie et la sympathie, mais c'est-à-dire vraiment là pour le coup, tu mets des mots sur ce côté toi, et tu t'acceptes. Alors, il n'était pas allé si loin, j'ai l'impression, sur cette notion de d'amour, mais c'est vrai, je trouve que c'est quelque chose qui est fort, qui est vraiment intéressant. De faire une Exactement. vision de Et quand soi, on de fait ce s'accepter travail, et de s'aimer. exactement, de se connaître, de s'accepter et de s'aimer. Et quand on fait ce travail et quand on commence à ressentir cette empathie, et j'irai même plus loin, aller jusqu'à la compassion Oui, c'est de pour la sympathie soi-même, avec soi, hein. Ouais, compassion. c'est là où, c'est là où on peut le ressentir pour les autres. Et oui, Comment on peut aimer si on s'aime pas soi-même? et Comment on oui. peut donner de l'amour si on sait pas donner de l'amour à soi-même? Ah, totalement Euh, d'accord. et on voit ça beaucoup quand on a des enfants et cette notion, hein, les enfants viennent pour nous réveiller de beaucoup de choses qu'on a bien voulu cacher longtemps. Euh, c'est vraiment fort. Et moi, personnellement, je peux dire que voilà, quand j'ai fait ce travail, qui n'était pas facile pour moi parce que j'étais assez fâchée contre moi-même, Mhm. euh, le monde s'ouvre. Les connexions avec les autres deviennent plus importantes, plus fortes, euh, plus humaines, euh, plus intéressantes forcément, et plus profondes. Et, Et je pense oui. qu'à partir du moment où, imagine toute une génération, donc peut-être pour la nôtre, c'est un peu foutu, imagine pour la prochaine génération, on avait une génération des gens qui s'aiment. Hmm. À quoi ressemblerait le monde? Si tu sais ce que c'est vraiment aimer, accepter, bah, tu as beaucoup plus de mal à faire du mal. Oui, mais enfin, Et je pense parce que sincèrement que voilà, on a tous besoin de négociation avec soi-même, négociation de paix avec soi-même. ouais, alors ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce que sur cette notion d'amour avec soi-même, on va le décorréler, on va le différencier d'un hubrisme, d'un excès d'amour avec soi-même où on passerait ses journées en selfie à se prendre en Mais bien sûr. photo et qui est narcissique. Toi, enfin, pour te connaître un petit peu, tu parles vraiment de bienveillance, d'humilité, c'est de l'amour au sens pur du terme, mais qui est pas dans cette notion d'hubrisme, alors qu'on a des générations aujourd'hui qui sont nés en natif avec ça, qui Oui. passent leur journée mais nous aussi, hein, à poster. Alors nous, c'est Mais sur est-ce que LinkedIn. finalement, quand on étudie ces gens-là, est-ce que c'est vraiment de l'amour ou c'est un manque d'amour? Oui, Parce que l'arrogance, souvent, c'est pour cacher autre chose. bien sûr. Et quand on voit avec des gens qui sont vraiment en paix avec soi-même, ils n'ont pas besoin de show off. Ils n'ont pas besoin d'être loud. Ils n'ont pas besoin de dire regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Ils n'ont surtout pas besoin de selfie tout le temps. Oui, Donc, je pense que c'est l'antidote au contraire. Quand on s'aime, on n'a pas besoin de montrer qu'on s'aime. On s'aime juste. C'est tout. quand on s'aime soi, on n'a pas besoin de quémander des preuves d'amour, des likes, ce qu'on appelle des strokes sociaux en psychologie, Exactement. de personnes qui vont liker ou qui vont nous dire t'es le plus beau, t'es la plus belle ou t'es génial. Bah oui, parce qu'on n'a pas besoin. Exactement. Et puis, on a moins de triggers aussi. Tu sais, sur une table de négociation, un des éléments pour être un bon négociateur, un des plus importants, je pense, c'est self-control. Surtout dans les négociations de crise. Bien sûr. Il faut savoir, voilà. Donc, il faut se connaître. Et Et qui à est pas partir du évident. moment, non, bien sûr que non. Mais à partir du moment où on se connaît, on a fait ce travail, on s'accepte, on connaît nos triggers de coup, bah, et on s'aime comme on est, à partir du moment où quelqu'un qui vient nous insulter, etc., bah, ça nous touche forcément moins. Parce que Hum. la vie de soi-même ne dépend plus de la vie de l'autre de nous, mais du travail qu'on a fait déjà en interne. Ouais, Et donc, moi, je pense que ce travail de se connaître, s'accepter, s'aimer, augmente fortement le self-control. ouais, complètement. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que ça dépend aussi beaucoup de la situation. J'ai eu la chance de partager mon travail avec la cellule de négociation du RAID il y a quelques temps et je l'avais fait sur la recommandation de Fiamengi qui était l'ancien patron du RAID. Et donc j'étais dans son bureau. Euh, c'est un grand flic au sens noble du terme et qui me dit mais Julien, ton travail de recherche il est passionnant mais par contre tu te connais pas toi-même parce que en dehors d'aller braquer une banque et de voir comment est-ce qu'on négocie quand on n'a pas le choix, bah c'est plutôt compliqué. Il me dit donc je vais pas t'inviter à prendre un calibre, c'était son expression et à braquer une banque, mais essaye de trouver des situations un peu hors normes pour apprendre à connaître. Et je trouvais ça vraiment, je trouvais que ça avait du sens parce qu'effectivement dans notre métier, on négocie beaucoup pour le tiers d'autres personnes. Donc, on est la soupape de sécurité, on leur permet de prendre de la hauteur, mais on n'est pas impacté directement. Et c'est pas évident de trouver des situations où on dit on va se sortir de soi pour apprendre vraiment à se connaître, parce que se connaître dans un quotidien, ça va. C'est se connaître quand on est confronté à cette notion d'exceptionnel qui est plus difficile. Donc, je trouve que ça a beaucoup de sens cette notion. Et alors, comment on fait? Ben, on prend tout le monde et la vie.
comme prof. Ouais, ouais, c'est top. Et on commence par l'observation. On observe, on observe, on observe. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai réagi? Pourquoi? Et comment je peux mieux faire la prochaine fois? Et c'est là où, à partir du moment où on commence à faire ça, bah, on apprend du coup le pardon aussi. Parce que forcément, tous les jours, on fait des erreurs, ça arrive. Et quand on a ce réflexe de se pardonner vite, bon, ça, j'aurais pas dû le faire comme ça, mais j'ai fait au mieux que je pouvais aujourd'hui. Maintenant que j'ai ça, demain, je ferai mieux. En permanence, en permanence. Et du coup, tous les jours, la vie devient un terrain de jeu, un terrain d'apprentissage. Et puis pareil avec les autres. Ouais. Les autres que nous aimons, et surtout les autres que nous aimons moins, qui nous apprennent des choses sur nous-mêmes tout le temps, si on veut bien. Non, mais si on veut bien. c'est complètement ça. Et je trouve que ça, en plus, ça répond souvent à une question qu'on arrive à me poser, mais je pense que je dois avoir le même type de question, c'est que j'ai envie de faire un métier similaire, mais comment est-ce que je peux commencer? Et je réponds qu'il n'y a pas de petite ou grande négociation. Toutes nos négociations au quotidien, on a des choses à apprendre. Et à partir du moment où on commence à apporter des choses aux autres, eh ben, on peut se sentir légitime. On n'a pas besoin d'être légitime pour donner aux autres. D'abord donnons et puis après la légitimité elle arrivera ou pas. Mais et il n'y a pas besoin enfin aider son voisin, aider un copain sur des négos, c'est déjà énorme. Bien sûr. Donc je trouve ça génial cette notion de se dire que en fait au quotidien on a des choses à apprendre même avec notre conjointe qui sont des négociations qui sont pas toujours évidentes. Surtout avec nos conjoints, avec nos enfants. Ah Mais oui. bien sûr. Oui, je les mets avec les enfants. C'est des négociations qui sont dures parce que il y a pas un timer de début de négo et de fin de négo. Et puis on n'a pas toujours de la lucidité sur la relation, sur l'émotion qu'on a à l'autre. Donc on peut facilement basculer de l'empathie à la sympathie pour le meilleur et pour le pire. Donc non, c'est génial cette notion de s'astreindre à essayer de voir au quotidien tout ce qu'on pourrait faire un peu différemment et comment on pourrait monter en compétence là-dessus. Comment est-ce que ça passe? Est-ce que tu prends un temps pour toi en fin de journée pour regarder ce qui s'est passé dans ta journée et essayer de faire une sorte de rétex de tes bonnes négos, de tes moins bonnes négos et comment tu pourrais faire différemment? Est-ce que ça participe à ça? Ouais. C'est devenu automatique maintenant, ça prend pas beaucoup de temps. C'est le soir quand je suis en train de nettoyer mon maquillage ou brosser mes dents. Ouais. Je passe la journée comme un film dans ma tête et je dis voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'aurais pu mieux faire, voilà ce que j'ai appris, voilà ce qui a marché. Pas forcément mes négociations, mais tout. Mes relations, le sport, tout ce que j'ai fait la journée. Ça passe par un petit filtre voilà. Super. Et tout ça avec la bienveillance et la volonté d'apprendre et de m'améliorer. Et après, une fois que je suis au lit, c'est aussi une technique pour m'endormir, je revois la journée, mais je passe la liste de gratitude. Ah, génial. Merci pour, voilà. Et soit à moi-même, soit à la vie, on peut appeler ça Dieu comme on veut. Voilà. Merci voilà. Bravo de s'être levé alors que tu n'avais pas envie pour aller faire du sport. Merci d'avoir fait du sport. Merci d'avoir ce corps en bonne santé. Et puis, voilà, j'arrive jamais à la fin parce que je m'endors. Ah, c'est génial. Et je crois qu'on retrouve ça dans la psychologie positive, dans ses courants de pensée, de faire une liste sur sa fin de journée sur les éléments de gratitude. Je sais pas, moi ça m'aide à dormir. Ah, mais c'est fort. Et puis c'est aussi, je trouve c'est important de terminer la journée sur une note positive et de se rendre compte des chances qu'on a tous d'être en vie tout simplement et d'être en bonne santé parce que c'est pas donné à tout le monde. Complètement. Et tu as une 5e étape juste derrière cette notion de love qui est... Oui. I de envision. Envision. Donc, la scale. Okay. Envision, c'est quoi? C'est voilà, une fois qu'on a fait tout ce travail sur soi-même, et puis encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes, tous les jours un petit peu. Envision, là on revient sur l'objectif, on dit voilà, maintenant j'ai analysé la situation, je sais ce dont j'ai besoin, j'ai accepté où je suis aujourd'hui, je m'aime comme je suis, et puis c'est ça va même pour la situation, hein, j'accepte tout. Et puis voilà, l'objectif c'est quoi? Je veux atteindre A, B, C. On envision, c'est-à-dire on va vraiment le voir, l'imaginer et essayer de comprendre à partir du moment où je suis là, qui suis-je, qu'est-ce qui se passe, avec qui je suis, on le vit comme on a déjà éteint pour voir, et ça c'est aussi un double check pour voir est-ce que je le veux vraiment. Parce qu'on peut avoir des objectifs qui viennent souvent
parce que le voisin là, parce que ça me semble sympa, parce que c'est cool, voilà. Mais à partir du moment où on va vraiment le vivre pour dire voilà à quoi ressemblerait ma vie une fois que j'ai atteint cet objectif, c'est un double check aussi pour voir ok est-ce que je le veux vraiment ou pas, comment je me sens ayant déjà atteint cet objectif qui est dans l'avenir. Ah, ça, c'est génial. Et si je comprends ce que tu dis, c'est-à-dire que tu te projettes mentalement à Oui, cette échéance de temps où tu aurais fait la chose avec succès, et ça te permet de ressentir si tu as toujours l'impression d'être au bon endroit au bon moment, si tu as trouvé ta place, si ça te convient, et d'une certaine manière, ton cerveau différencie pas la réalité de l'imaginaire. Et on le donc, tu sait. lui apportes cette notion de bien-être que lui souhaite aller chercher. Voire même, j'imagine, ça me fait penser à plein de choses sur la préparation mentale, euh, ça te permet de rectifier le tir, c'est-à-dire d'avoir des réponses à des questions qui sont pas encore posées. De dire, ben, si l'autre fait Exactement. ça ou s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? Sauf que ça n'a pas eu lieu. Donc, d'une certaine manière, tu vas avoir des réponses à des questions qui sont pas posées et ça va te permettre de faire preuve peut-être d'intelligence, d'agilité, plus Exactement. Et facilement. c'est pour ça que ça fait partie de la préparation. C'est De la génial. préparation d'atteindre l'objectif. Donc, et on le vit, et du coup, bah, ça nous met dans un état émotionnel qu'il faut, Mmh. si c'est vraiment positif, soit on se dit, ah, bah, finalement, non, bah, on s'arrête là. Mais si c'est oui, en se mettant dans cette situation, le cerveau va nous aussi donner des idées. Bien sûr. Ah, bah, parce que là, il faut que je contacte cette personne, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse ça, les idées viennent. Parce que le cerveau a l'objectif de faire ce qu'on projette. Oui, oui, complètement. C'est c'est une forme de loi de l'attraction. Bah, la façon dont ça a été expliqué, je suis pas très fan, mais D'accord. la recherche montre que la visualisation fonctionne. La Complètement. recherche montre que voilà, les athlètes l'utilisent, ça fonctionne, Complètement. etc. Donc autant le mettre dans notre panier d'outils et de l'utiliser. Ah, mais Donc j'aime bien c'est, cette double notion. Et on vérifie, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et si c'est oui, ok, bah alors on l'envisage, on le projette, et puis les idées vont venir pour commencer. Donc ça, c'est toute la partie préparation de ce qu'est. et puis, enfin, t'as raison, tous les sportifs de haut niveau l'utilisent, dans les courses pour se préparer, on a dans les forces spéciales, le RAID, le GI utilise ça, avec tout ce qui est préparation mentale. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux le faire en plus, dans ton imaginaire, mais tu peux aussi ressentir l'aspect des choses, tu peux imaginer les sons, tu peux, Tout à enfin, fait. t'as un champ des possibles Tu peux qui est, faire un vision board, tu mets des photos, voilà. Alors, il y est-ce a que toi, beaucoup de tu as choses à faire. des façons dont tu procèdes là-dessus? Parce que chacun, alors, peut-être un cadre aussi pour les gens, c'est de faire ça dans un environnement calme, assis, allongé. Enfin, comment est-ce que tu fais ça? Parce que pour moi, c'est un truc que j'utilise, pas au quotidien, mais pas loin. Je trouve que c'est Ah, extrêmement puissant. En tout cas, dès que je suis face à une forme d'incertitude, je vais me préparer avec ça. Alors, dans les travaux de préparation mentale, moi, c'est la partie préparation mentale de la réussite, c'est les travaux d'Edith Perrault-Pierre, qui a une petite déclinaison de ça. Mais chacun, enfin, il y a différentes façons de le faire. Toi, comment est-ce que tu l'utilises, Lucine, cette partie-là? moi, c'est purement dans ma tête. En tant qu'introvertie, j'ai l'imaginaire très très large, Ok, donc j'ai aucun problème à avoir des images que je veux. Mais il y a des gens qui ont un cerveau qui fonctionne différemment, qui ont du mal à voir des images, à penser et le voir. Et dans ce cas-là, c'est très bien de prendre des photos, d'aller chercher sur Internet les photos qui les inspirent et on le colle. Et comme ça, on a un board et on regarde et on fine-tune comme on veut, jusqu'à avoir cette vision très claire de voilà d'accord. mon objectif et voilà le pourquoi. Après, on peut aussi être très rationnel, on peut faire ça même d'une façon très rationnelle et d'aller chercher le pourquoi je veux faire ça, qu'est-ce qui va se passer quand je l'aurai, et puis on peut l'écrire, faire une Mmh. liste. N'importe quoi pour se mettre dans la situation de what if. Une fois que je l'aurai, à quoi ressemblerait le monde, en gros. Ouais, le what if, non, mais il est génial, ce what if. De toute façon, Euh, top, top, top. Ça me fait penser, en fait, j'étais chez Pegasus, ces anciens des forces spéciales qui sont à Lorient et dans leur tableau, dans leur war room, dans leur salle de préparation de tout ce qu'ils font, il y a une colonne what if Ah ouais. qui est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe si ça se passe pas comme convenu? Et Et si ça se passe comme convenu, alors les oui, deux. si ça se passe comme convenu, c'est les autres colonnes qui sont avant. Où il y a un séquençage très particulier, très minuté, très précis. Mais cette notion de what if, elle est géniale. C'est ce qu'ils appellent tout ce qui est
analyse pré-mortem, c'est qu'on se dit que ça va être un échec, qu'est-ce qu'on fait si c'est un échec, et on se projette. Est-ce que toi tu fais ça dans un environnement calme? Est-ce que tu fais ça, parce que j'imagine que c'est difficilement compatible par exemple avec le fait de conduire et de commencer à... Oh non, j'ai aucun problème pour ça quand je conduis. Ok. Quand c'est de là. Donc ok. Non, et puis on le fait tous. Quand tu y penses, Ouais. on a plus de 60 000 pensées par jour. Waouh. Donc forcément, c'est quand on conduit, quand on marche. Oui. Et je crois que plus de 40 000 sont négatifs, Oh. pessimistes. Ok. Voilà. Donc à partir du moment où on commence à activement projeter, on prend un peu contrôle de cet automatisme dans la tête et on dit non, non, on ne va pas penser à ça, on va penser à ça, on va réfléchir de ça, on va visualiser ça. Et du coup, la vie, ça devient beaucoup plus fun parce que tu deviens plus maître de ta vie, maître de ton art. Et donc oui, on peut faire ça en permanence tout le temps parce que le cerveau le fait anyway. Ouais. Autant hijacker le cerveau et dire oh, maintenant on va penser à ça. Parce que Ouais, essaie d'observer ton cerveau. Exactement. Essaie d'observer ton cerveau. On est en train de réfléchir tout le temps, non-stop. Il s'arrête jamais. C'est pour ça que les gens font la méditation, etc. pour le calmer un petit peu. Donc, à partir du moment où c'est quelque chose que le cerveau fait de toute façon, autant le diriger. Ouais, c'est génial. Ouais, oui, parce qu'il le fait tout le temps, sauf sur des périodes effectivement de méditation ou qui sont propres à chacun. Et ça s'arrête jamais, même dans le sommeil, ça continue. C'est pour ça que c'est très puissant de dormir sur une note positive, avec gratitude, et puis avec cette projection aussi, de dire, OK, quel est l'objectif, qu'est-ce que je veux, on peut même faire ça pour le lendemain, voilà. Demain, je me réveille, je mets mes chaussures de sport, je vais aller courir. Si on l'a déjà vu, on augmente fortement la chance de le faire réellement quand on se réveille. C'est-à-dire que c'est quasiment une boucle, cette notion de scale, parce que ta notion de Envision te permet aussi d'avoir un start peut-être plus facile sur ta prochaine action ou sur ton next day là-dessus. Exactement. Et c'est là où on arrive à la prochaine étape, la 6e lettre de U, qui est pour up. Ok. Up meaning stand up, get up, do it. Là, c'est vraiment l'action. Okay. On a fait toute la préparation mentale, émotionnelle, rationnelle. Et maintenant, c'est l'action. Maintenant, il faut le faire. Et c'est là aussi où beaucoup de gens s'arrêtent ou le font pas. Ça reste un rêve. Et là, c'est l'action. Donc, l'action, basée sur tout ce que je viens de vivre en faisant le processus de scale. Qu'est-ce que je dois mettre en place et quelle est ma prochaine action réelle? Qui est-ce que je vais appeler? Où est-ce que je vais aller? Quel livre je vais lire? Et puis, le faire, carrément. Donc, qu'est-ce qui est compliqué pour toi de ton retour d'expérience sur les gens qui le font pas? C'est-à-dire qui font quand même le travail de scale, mais qui s'arrêtent sur cette notion de up. Il y a deux parties. Soit avec un vision, ils se sont dit, finalement, non, c'est pas mon truc. Ok, soit. Voilà, parfait. Donc là, c'est très bien. Et c'est ça l'intérêt d'un vision aussi. Ou alors, ils le veulent, mais ils le font pas. Et je peux te retourner la question. Je suis persuadée que tu as au moins un objectif que tu veux dans ta vie. Tu sais exactement comment l'atteindre et tu le fais pas. Et pourquoi? Là, après, tu peux trouver plein d'excuses qui sont pas les bonnes. Exactement, mais c'est des excuses, comme tu dis, c'est des excuses de ne pas le faire. J'ai pas le temps, je suis pas motivé, j'ai d'autres choses à faire. J'ai pas l'argent, oui. J'ai pas le soutien. Complètement. J'ai pas ce qu'il faut. Donc tout ça, c'est des excuses. Pourquoi? Et là, toute cette partie-là, c'est très psychologique. Là, il faut aller chercher dans le pourquoi, dans qui suis-je, comment je me vois, comment je vois le monde. Il y a un manque de confiance parfois. Une peur de l'échec. Encore une fois, une opportunité, peur de l'échec, si on donne le même exemple, une personne passionnante qui a tellement à partager sur LinkedIn, cette partie-là, il dit, je ne veux pas que les autres voient que je suis petit sur LinkedIn. J'ai pas encore 100 000 followers. Donc, problème d'ego. C'est-à-dire que l'image que je reflète de moi-même aux autres n'est pas l'image que j'ai de moi-même. Par exemple. Il y a 10 000 raisons et 10 000 excuses. Mais oui, et quand on push through, c'est-à-dire, OK, je vois que c'est difficile pour moi, je vois que j'ai des doutes, je vois, mais j'y vais anyway. C'est ça le courage. On prend un tout petit pas. Je demande toujours quel est juste un mini pas que tu pourrais faire, une personne à appeler, un email à envoyer, just one thing. Et après, le soir, tu te dis bravo d'avoir fait cette action. Et le lendemain, on recommence. C'est génial. Ce que tu dis, en fait, et sans aller sur une sorte de philosophie de magazine, mais c'est que
pour faire des grands pas, c'est une succession de petits pas. Et il faut à un moment donné avoir le courage de se dire, je vais faire ce premier petit pas. Et le premier pas est beaucoup plus difficile que les autres. Ouais, Et après, c'est consistency. OK, premier pas, deuxième pas, troisième pas, et c'est pas, OK, on a fait 5 pas, c'est bon, ça suffit. Non, on continue. On continue. Même avec un mini petit pas au moment où on n'a pas envie, mais on y va. Et moi, j'aime bien utiliser les momentum de 1 mois. On y va pendant 30 jours, on va le faire tous les jours. Et j'ai commencé là, le premier de ce mois-ci. J'ai dit, je vais faire du sport, 1 heure de sport tous les jours. Peu importe quel sport, peu importe avec qui, peu importe quand, mais il y a 1 heure de sport chaque jour. Et tu l'as fait ce matin. Et j'ai fait ce matin, et j'ai fait tous les jours de ce mois-ci. Et hier, j'avais absolument pas envie. Et ben, je suis allée à la piscine avec mes enfants et j'ai juste nagé et j'ai dit, bah, c'est le sport pour aujourd'hui. Mais voilà, 30 jours, on fait ce qu'on a dit. C'est vraiment top, ça me fait penser à quelque chose. Dis-moi, cette notion de scale-up, où tu vas travailler toute cette préparation de négociation avec soi-même, préparation mentale, où tu fais appel à différents leviers de motivation. Mais de ce que je comprends, c'est que la motivation, elle fluctue. Mais une fois que tu te mets dans l'action, la motivation passe en second plan pour une forme de discipline que tu as déjà préparée en amont, hein, à partir de cette motivation. Et là, eh ben, tu vas t'astreindre pendant 30 jours, tous les jours, à faire tes petits pas. Et ça, c'est une notion de discipline. Ça, c'est très, très fort parce que ça veut dire que malgré ton état d'humeur, qu'il soit positif, négatif, content, pas content, ou hier, mon pas, il était pas aussi grand que ce que j'aurais espéré, t'as confiance dans l'objectif que tu t'es fixé. Exactement. Mais tu sais ce qui est génial avec la discipline? Beaucoup de gens ont peur de la discipline parce que c'est difficile, n'est-ce pas? On doit faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Ça en fait partie. Mais au bout de la discipline, pour moi, il y a la liberté. Parce qu'au bout d'un moment, on n'a plus besoin de motivation. Ça fait partie de nous, ça devient un lifestyle. C'est comme, voilà, arrêter de fumer, c'est difficile pendant un moment. Au bout d'un moment, ça l'est plus. Et on atteint cette liberté. Après, fumer, c'est peut-être pas le bon exemple parce que ça peut durer très très longtemps. Avant qu'on arrive au moment où on n'a plus envie. Mais voilà, je veux arrêter de manger la viande, je veux arrêter de consommer le sucre, peu importe. Ou alors je veux faire du piano tous les jours, 1/4 d'heure. Au bout d'un moment, à la fin de la discipline et la liberté. Ça devient un automatisme. Et on n'y pense plus. Et puis on est libre. Parce qu'on n'a plus besoin de motivation. C'est devenu normal. C'est devenu partie de nous. C'est devenu comme un antécédent. Ok. Voilà. Regarde les enfants. Tu as un jeune enfant aussi, il n'a peut-être pas tous les soirs envie de brosser les dents. Et ben, il n'a pas le choix. On le fait. Au bout d'un moment, quand on est adulte, ce n'est pas très difficile pour nous de brosser les dents. C'est devenu normal. Partie de l'automatisme, partie de ce qu'on fait tous les jours. C'est quelque chose qui est fort. Je sais pas si ça te parle, Jocko Willink, qui est un ancien Navy Seals, qui a écrit un livre qui s'appelle Extreme Ownership, et sa devise, c'est la discipline permet la liberté. Ah, ça me dit quelque chose. Ouais, il est vraiment top. Titre déjà. Extreme Ownership. Et la discipline permet la liberté. Donc très très fort. Et tu vois, je te donne, je t'en avais pas parlé, mais quand j'avais créé ma boîte, ma motivation, bon, quand on crée une activité, forcément, il y a des moments où on est plus motivé que d'autres, et puis il y a des temps faibles qui sont durs à gérer. Et par contre, j'avais la discipline tous les jours, sur la première année de création de boîte, de travailler pour le Julien de demain. Je me disais, un jour ça va marcher, je ne sais pas quand, mais je veux être prêt au moment où ça marchera. Et c'est vraiment, c'était pas une question de motivation, c'était vraiment une question de discipline. Alors j'étais motivé par l'objectif qu'on pourrait rallier à Scale Up, mais au quotidien, il y a des moments qui sont plus durs, et c'était vraiment de la discipline. Donc je trouve ça très important. Enfin, ton message sur la notion de discipline, il est fort, parce qu'on a tous des pans de notre vie qu'on veut voir évoluer, que ce soit le sport, l'alimentation, socialement, son travail, monter en compétence sur différents sujets. Mais c'est la discipline, pour moi, qui prévaut. À moyen et long terme, si on veut des résultats. Absolument. Et toi, Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle la plupart des entreprises ne survivent pas. Hein. C'est une très, très, très petite partie des entreprises qui se lancent, qui existent encore 3 ans plus tard. Et cette notion-là est très importante, la discipline, de continuer. C'est pas non seulement de faire de prendre des bonnes décisions et faire les bonnes actions, mais c'est aussi de le faire tout court. Ouais, complètement. Et je trouve que ta notion de 30 jours, elle est intéressante. C'est pas trop long, c'est pas trop court,
Exactement. Et C'est parfait. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 30 jours, c'est l'automatisme, hein. La recherche maintenant montre que, non, ouais, avant, on pensait que c'était 21 jours. Après, ils disaient c'est 60 jours. Maintenant, la dernière recherche que j'ai lue, c'est plutôt 90 jours. ils savent pas Donc, on n'y dire. est pas. Mais le 30e jour est plus facile que le 5e jour. Hmm. Ah, mais c'est pas forcément évident. Moi, j'avais téléchargé des applis là, tu sais, pour faire du sport pendant 30 jours. Et je me rends compte que je crois que je suis rarement arrivé au 30e jour. Au bout du 15e, Bah, 20e jour tu sur ces sais, sujets-là. chaque mois, tu as un nouveau début. Ah, Moi, je fais un challenge avec moi-même chaque mois. Voilà, chaque premier du mois, il y a un nouveau challenge et je dois le faire 30 jours. c'est Et c'est bien. soit quelque chose que je fais tous les jours, il faut que ce soit quotidien. Soit c'est quelque chose que je fais tous les jours, soit c'est quelque chose que je ne fais pas tous les jours. Et pendant 30 jours. Et 30 jours, tu vas voir, en effet, exactement comme tu disais, c'est assez long pour que ça soit challenging, Ouais. mais c'est assez court pour que ça soit faisable. Et après 30 jours, on peut évaluer. Voilà, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que c'est bien? C'est peut-être trop difficile? C'est faisable? Et puis, on décide pour le mois d'après. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je veux continuer? Ouais, et c'est bien de commencer tous les débuts de mois parce qu'en fait, il y a une sorte de routine où tu es ancré à chaque premier de mois. C'est euh, c'est smart pour le coup. Tu peux pas dire je vais Et j'ai une repousser. communauté maintenant. On a grandi beaucoup avec les dernières années. Les gens qui se sont dit, ah, j'aime bien ça. Et puis voilà, chaque mois, on commence avec quelque chose de nouveau. Mes enfants le savent maintenant. Mon mari, chaque mois, il y a quelque chose qu'on fait ou qu'on fait pas. Qu'on décide soi-même par rapport aux objectifs qu'on a et ce qui est challenging pour nous. Par exemple, les gens qui disent, voilà, je ne veux pas boire d'alcool pendant un mois. Moi, je bois pas beaucoup d'alcool, donc c'est pas difficile pour moi. C'est pas un challenge. Il faut que ça soit difficile pour soi-même pour avoir cette satisfaction à la fin de dire, voilà, I did it. J'ai fait quelque chose de différent. Top. Et est-ce que... Et quand on le fait et on atteint, bah, ça augmente notre confiance en soi, Eh oui. ça augmente notre respect pour soi-même, ça augmente toutes ces notions qui sont méga importantes en négociation et puis dans n'importe quel autre métier. Ouais, ça augmente notre estime de soi. Et puis pour peu qu'on soit capable sur chaque mois de célébrer ses victoires, eh ben, si on a fait 5, 6 mois avec des victoires, on se dit qu'on n'a peut-être pas envie d'abandonner le 7e mois qui est un challenge peut-être différent. Mais comme on est passé par Scale et qu'on sait se pardonner, c'est OK aussi. Qu'on sait se pardonner à soi et aux autres. Alors, c'est top parce que c'est la question que je voulais aller, c'est cette notion de pardon ou d'amour avec soi-même. Est-ce que tu as quelques conseils pour trouver cette paix intérieure, pour nous aimer plus facilement avec soi-même? Est-ce que ça passe par euh, faire un état des lieux du passé et se pardonner sur quoi on a été fort ou moins fort? Enfin, comment est-ce que tu travailles ce sujet-là? Parce que c'est très particulier. Ouais. Bah, c'est un travail qu'on peut faire soi-même, soit tout seul, soit avec quelqu'un, un professionnel, peut-être Oui, se faire un accompagner. thérapeute, un mentor, quelqu'un à qui on fait vraiment, vraiment confiance. Euh, et de tout simplement commencer par une liste avec la question, euh, je cherche le mot en français, mais en gros, qu'est-ce que je me reproche? D'accord. Qu'est-ce que je me reproche? Et au début, peut-être, ah bah rien, ou juste ça, mais quand on creuse et on creuse, il y a, ben, en fait, d'avoir tapé ce gamin quand j'étais petit, de pas avoir su sauver mon mariage, par exemple, ou au contraire, d'être resté dans mon mariage trop longtemps. Mhm. Toutes ces choses-là qu'on se reproche, mais qu'on On se enfoui. balade avec, du coup. Oui, c'est dans notre sac à dos, ça nous tire vers le bas, ça bouffe de l'énergie, ça nous empêche d'avancer. Euh, et puis arriver au moment où dire. Et puis il y a beaucoup de gens qui portent aussi ce blâme comme, comme une médaille, hein, Mmh. parce qu'il y a aussi cette notion de comme ça j'existe. Tu vois, donc c'est très psychologique. Est-ce que c'est une Mais au bout d'un résilience moment, mal placée? je sais pas si c'est un résilience, je pense que c'est plus dans le monde de subconscient où il y a encore une partie de la population qui pense que c'est bien de souffrir. Mmh. Tu sais, ça vient du monde religieux aussi. Mhm. Et une fois qu'on a fait l'état des lieux de, OK, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et puis, mais il suffit de trouver une seule chose, hein. La vie nous montrera le reste une fois qu'on vient sur ce chemin de développement personnel. C'est de dire, OK, qu'est-ce que ça m'apporte de garder cela? Le blâme, reproche, quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça m'apporte? Oui. Qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui de me sentir encore coupable de ce que j'ai fait il y a 10 ans? Eh, c'est génial, ça demande du courage parce qu'effectivement, ça nourrit forcément un pathos. Sinon, on le ferait pas.
Bien sûr, bien sûr, forcément. Et donc, il faut être très, très, très honnête avec Et soi-même oui, pour répondre à ce genre de questions. c'est dur seul. Vaut mieux se faire accompagner. Oui. À moins d'avoir un niveau de maturité sur le sujet, mais c'est vrai que si on fait des choses, c'est que ça C'est nous... dur parce qu'on n'est pas toujours très honnête avec soi-même. Et d'avoir quelqu'un qui peut être un miroir, ça peut être très bien. Il faut être extrêmement honnête avec soi-même. C'est pour ça que j'aime bien le livre Extreme Ownership que tu m'as dit. Je pense que ça va dans ce sens. Être extrêmement honnête avec soi-même et dire, OK, voilà ce que je me reproche. Qu'est-ce que ça m'apporte? À quoi pourrait ressembler le monde et ma vie si je laissais ça, enfin, je dis toujours let it be au lieu de let it go, parce que dans la notion let it go, il y a quelque chose d'actif, il faut que je fasse quelque chose pour let it go. Non, juste let it be. C'est là, tu as fait cette erreur, ok, tu te pardonnes, tu avances. Donc c'est un chemin de vie, hein. C'est une philosophie de vie. Moi, je l'applique à moi-même tous les jours. J'ai aidé beaucoup de clients avec. Ça fonctionne, ça marche. Après, pas tout le monde a envie, pas tout le monde est prêt, pas tout le monde a la maturité, pas tout le monde voit l'intérêt. And that's fine. Mais ça, c'est les 6 étapes de scale pour arriver à atteindre ses objectifs. Et après, il y a de longs PPPP. Oui, là, donc là, on est vraiment, on est en amont de ce premier pas. De ce que je comprends, c'est scale up nous permet vraiment à travers une sorte de focus interne, de chemin à travers soi-même, euh, de créer les conditions pour être une meilleure version de soi-même, d'être en bienveillance, en humilité avec nous-mêmes et de se mettre en action. Tout en ayant pesé Exactement. les avantages, les inconvénients par rapport à nous, pas par rapport à l'écosystème. Ce qui est très puissant. Et quand je l'entends comme ça, quand tu le dis, je me dis, bah, tu vois, quand on est focus sur soi-même avec ce genre de choses, avec l'objectif de s'améliorer, bah, forcément, on a moins de temps d'être focus sur les autres, sur qu'est-ce que fait l'autre, et combien de likes a l'autre, et quel est le poids de l'autre, et à quoi ressemble l'autre. Et puis, on n'a pas le temps de ça, on n'a pas le temps de parler des autres, on n'a pas, voilà. Améliore toi-même déjà un tout petit peu tous les jours et regarde comment le monde change entièrement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pas se définir par rapport à l'autre, on va se définir par rapport à soi-même. Exactement. Et le seul concurrent, c'est qui tu étais il y a un mois, il y a 6 mois. Et oui. Et essaye de devenir une meilleure version de cette personne-là. Ouais, Et du coup, voilà, c'est never ending, c'est génial. Et c'est pour ça qu'on arrête de voir les autres comme compétition ou ouais, de complètement. vivre dans un monde de manque. Et on voit que, voilà, Ouais, le monde est enough pour tout le monde. Focus sur toi-même déjà et regarde tout le travail qu'il y a à faire. ouais, c'est génial parce qu'on a tous des chemins de vie qui sont différents et puis certains sont en avance, certains ont 10 ans, 20 ans de plus sur un secteur d'activité. Généralement, on se compare alors qu'on n'a pas le même parcours, la même histoire, et puis on se compare à nous aujourd'hui avec quelqu'un qui a 20 ans de plus sur le même métier. On se dit, ah bah, oui, mais forcément, il a un peu d'avance, ou au même âge, est-ce qu'il lancerait la même chose, puis c'est pas son chemin de vie ou notre chemin de vie. C'est intéressant parce qu'en fait, ce scale-up, d'une certaine manière, ça nous permet d'être ouais, en paix avec soi-même. Et donc, si on est en paix à l'intérieur, bah, c'est plus simple aussi de créer les conditions. Tout à l'heure, tu parlais de bienveillance avec les autres. C'est plus facile d'être bienveillant avec les autres quand on est bienveillant avec nous-mêmes. Ou d'avoir des Exactement. interactions peaceful d'une certaine manière avec les autres quand nous-mêmes à l'intérieur, c'est le cas. Exactement. Quand on sait comment se parler avec bienveillance, avec empathie, ben, on parlera forcément mieux avec les autres. D'une façon plus intéressée, parce qu'on est plus intéressé de qui tu es vraiment. Et puis on arrête de parler de météo et compagnie, et ça donne une conversation plus intéressante. Ouais, complètement. Et puis je pense que je répète régulièrement en négociation, c'est qu'on est responsable de l'écosystème qu'on va créer. C'est qu'on a tous du bon et du moins bon en nous. Et si on va chercher le moins bon chez l'autre, c'est sûr qu'on le trouvera. Et au final, Absolument. si toutes nos interactions, c'est avec des gens qui sont moins bons, peut-être qu'on peut se poser la question, non pas de se dire qu'on est entouré qu'avec des cons, si tu me permets la vulgarité, mais qu'on crée les conditions peut-être à ça aussi au bout d'un moment. Alors que Scale Up nous permet de dire, mais je vais créer les conditions peut-être d'un monde meilleur, et ça commence par moi. Exact. Puissant, puissant. C'est pas Gandhi qui disait be the change Si, je le you crois. want to see in the world. Quelque chose comme ça, c'est beau. Ah, c'est top, c'est très fort. Merci beaucoup, Lucine, pour ce retour sur Scale Up. Dernière Écoute, question. je t'en prie. Oui, le P, j'imagine. Ouais. Ah, il y a le P. Je pensais que le up était dans la globalité. Ah, Oui, ça pourrait. On pourrait l'avoir comme ça. Non, non, j'ai ajouté encore un P que je trouve très important. pay it forward. Exactly, pay it forward. Et puis avant le pay it forward, il y a beaucoup
beaucoup de P, le P de progress, le P de pivot, Ok, ajuster, le P de performance, le P de tout ça. ok. Et puis le ultimate P, c'est le pay it forward. En effet, avec tout ce chemin que j'ai fait, comment j'ai grandi, l'objectif que j'ai atteint ou pas, comment je peux pay it forward, c'est-à-dire aider quelqu'un d'autre Ah, génial. avec cette connaissance, avec cette expérience. Est-ce que je peux partager mon histoire? Est-ce que je peux, ça n'a pas besoin d'être énorme comme écrire un livre, mais voilà. Est-ce que je peux partager mon histoire? Est-ce que je peux être mentor pour quelqu'un? Ça, c'est génial. C'est-à-dire, une fois qu'on est peut-être une meilleure version de soi-même, c'est aider quelqu'un d'autre, au moins une autre personne, à devenir peut-être une meilleure version de soi-même. Un tout petit peu plus. Une notion de partage. Paix, partage. Paix de partage. Tu vois, il y a plein de paix. C'est une belle lettre, la paix. C'est vraiment intéressant. Parce on oublie cette notion de donner. Or, si on en est là, généralement, c'est que il y a d'autres personnes qui nous ont donné. Et Exactement. Et tu vas voir, quand on fait ce chemin, on a envie de donner. oui, mais complètement. Et en étant une opportunité pour les autres, indirectement, on a plein d'opportunités aussi pour soi. Enfin, égoïstement presque, mais c'est pas le cas de la démarche, mais c'est vraiment intéressant. Euh, c'est fort. J'aime bien cette dernière étape. On l'oublie, ça peut être des retours d'expérience dans des conférences, dans des universités, avec des enfants autour de soi, du temps dans des associations. N'importe quelle façon. Juste aide quelqu'un avec ce que tu as appris sur ce chemin. Voilà, Scale Up. C'est puissant. C'est vraiment intéressant parce que c'est un modèle généralement, la négociation, elle se fait à travers le processus, elle se fait à travers les autres, à travers les personnes, à travers plein de choses, mais pas à travers soi-même. Alors, on sait tous qu'on est le plus grand ennemi de notre négo, mais ça permet vraiment de créer les conditions pour gagner en Mais de sérénité. toute façon, quand tu penses aux compétences dont on a besoin tous les jours pour être un bon négociateur, il y a l'écoute, Mm. qu'on trouve dans Scale Up. Il y a l'empathie. Mm. Il y a le self-control. Il y a l'analyse. Analysons qu'est-ce qui se passe, etc. Il y a l'ego et le management de l'ego. Il y a la communication. Tout ça, on retrouve dans Scale Up. Tout dont on a besoin pour être un bon négociateur, on peut développer en passant par Scale Up. Et même cette notion de créativité ou de curiosité, pour sortir du cadre, tu le retrouves sur ta partie de Envision. C'est puissant. Top. Donc en plus, ça nous aide à mieux négocier derrière. Dernière question, Lucine, que j'ai l'habitude de poser à chaque fois. Si la Lucine d'aujourd'hui devait rencontrer la Lucine quand elle avait 20 ans, quel est le conseil que tu lui donnerais, s'il te plaît? Oh, wow. C'est une bonne question. Écoute, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est aime-toi. Ah. Love. Love. Oui, c'est bon. Et une négociation de paix avec toi-même. C'est fort. Top. Un très très grand merci, Lucine, pour cette bienveillance, pour cette générosité sur ton podcast. C'est toujours extrêmement agréable d'échanger avec toi humainement et professionnellement. Et merci pour ça. Tout t'en prie, c'est toujours en effet un plaisir d'échanger avec toi et bravo pour l'initiative, bravo pour ce podcast. Je sais que c'est beaucoup de travail parce que j'ai mon propre podcast, mais c'est bien. Et puis c'est une façon de donner. C'est une façon de donner. Et puis comme tu disais, quand on donne, on reçoit parce que voilà, on parle avec des gens intéressants, on apprend des choses. On peut toujours apprendre de n'importe qui. Top. Je mettrai les liens pour les personnes qui veulent te retrouver sur LinkedIn. Tu es extrêmement présente. Voilà. S'il y a d'autres liens à partager, je les partagerai. Un grand merci, Lucine. Ok. Je t'en prie, merci à toi. Top. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Pour parler, le podcast de la négociation. Merci.